Yo tout le monde, bienvenue dans ce 8e épisode du podcast In EOG Mind. Au programme, la rubrique des news des 2 dernières semaines. Ensuite, pour le débat, on s'intéressera au manga Golden Guy. Et enfin, dans une dernière partie, on reviendra sur le dernier chapitre de Kingdom. Du coup, ne perdons pas plus de temps et passons directement aux news de la semaine après ce générique. On commence cette rubrique avec l'annonce d'un remake d'un animé culte, surtout pour ceux ayant grandi durant l'époque du club Dorothée, Cat Size. Disney Plus a récemment confirmé la diffusion prochaine d'un remake de l'animé tiré du manga de Tsukasa Ojo, également connu pour le génial City Hunter. Pour ceux qui ne connaissent pas Cat Size, voici un bref résumé. On suit 3 sœurs qui le jour gèrent un café et la nuit se transforment en voleuses, cherchant à récupérer des œuvres d'art ayant appartenu à leur père disparu, un artiste allemand. Leur objectif est de réunir toute la connexion pour retrouver les traces de leur père. Ce remake est prévu pour 2025 sur Disney+, bien sûr. On poursuit avec le réalisateur, producteur et scénariste japonais Watanabe qui a dévoilé dans une interview, je le cite, « J'ai toujours pensé que mes séries se déroulaient dans les mêmes univers, donc il laisse entendre que Cowboy Bebop, Samurai Champloo ou Space Dandy se déroulent dans le même univers. Tout laisse donc à croire que son prochain animé, Lazarus, se déroulera dans le même univers. » 67 000, c'est le chiffre de ces 2 dernières semaines. En effet, le youtubeur Inoxtag, avec son manga Instinct, en collaboration avec le réalisateur Basile Mono et le dessinateur Charles Compin, a réalisé le meilleur démarrage en France pour un manga. Le record était détenu jusqu'à présent par Kaiju Number 8, dont le premier tome s'était écoulé à 22 000 exemplaires, la semaine de sa sortie en octobre 2021. Selon le classement de référence GFK, Inoxtag a réalisé ces chiffres impressionnants de 67 000 exemplaires en seulement 4 jours. D'ailleurs, je risque d'en parler dans la rubrique débat, mais j'attends que plusieurs tomes soient sortis avant de donner mon avis, car si je me trompe pas, il s'agit pas d'un long one-shot. De plus, vu le succès du tome 1, je pense que la maison d'édition va certainement le pousser à faire un deuxième tome. En parlant de maison d'édition, la nouvelle édition, connue pour publier des light novels japonaises, a annoncé le 26 novembre sa mise en liquidation judiciaire, causant ainsi la fermeture et l'arrêt de publication de la maison d'édition créée en 2019. Une bien triste nouvelle pour les fans de light novel. Ensuite, on a appris via un court teaser que l'anime du manga The Summer Hikaru Died sera diffusé en été 2025 sur Netflix. En ce qui concerne l'équipe de production, elle sera composée de Ryo Takeshita. En tant que réalisateur, c'est le studio Saigame Pictures qui produira l'animation et supervisera les scripts. Yushi Takahashi est le character designer du projet. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce seinen, Hikaru et Yoshiki, amis d'enfance, vivent dans un hameau isolé, mais Yoshiki découvre qu'Hikaru, disparu 6 mois plus tôt dans la forêt, a été remplacé par une créature identique à lui. Refusant de se séparer de son ami, Yoshiki continue de vivre avec cet être, tandis que des incidents étranges secouent le village. Rendez-vous donc en été 2025 sur Netflix pour suivre ses aventures sordides. Un retour qui va faire plaisir à certains. En effet, Yai Norihiro, l'auteur de Claymore, dévoilera un nouveau one-shot intitulé Shell and Night sur la plateforme Manga+. Ce one-shot sera disponible le 7 décembre prochain. On termine cette rubrique avec le bon plan. En effet, depuis le 26 novembre, l'application Mirai dédiée 100% à l'achat et à la vente de mangas d'occasion est disponible sur l'App Store et le Google Play Store. Perso, j'y compte y jeter un petit coup d'œil pour essayer de choper des tomes de Get Backer et aussi de Inspecteur Kurokoshi. Du coup, c'est la fin de la rubrique news. On passe maintenant à celle du débat où on va s'intéresser à pourquoi il faut lire le manga Golden Guy selon moi. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui pour la rubrique, on va évoquer le manga Golden Guy réalisé par Jun Watanabe. Alors pour commencer, je vais faire un petit résumé du manga sans vous spoiler bien sûr. Donc ici, on suit Kai Sakurai, le chef d'un petit clan appartenant à la famille Kamezuru, une influente organisation de Yakuza. Alors qu'il pense couder des jours heureux avec une partie de ses membres, l'un de ses compagnons est sauvagement assassiné. Prêt à tout pour retrouver le meurtrier, Kai est loin de se douter que cette affaire va faire remonter d'anciens conflits à l'intérieur du clan et surtout le mener au fameux trésor de la dynastie des Tokugawa. Alors, pourquoi, selon moi, je pense que c'est un manga que vous devrez lire. Déjà, dans un premier point, on va dire, pour ceux qui aiment l'univers un peu mafieux, vous allez être servis. Parce que clairement, dans ce manga, comme je le disais dans le petit résumé, on plonge dans la mafia japonaise, que ce soit au niveau local avec les petits groupes, et aussi au niveau national en explorant
en explorant pardon les grandes familles. Et c'est un, c'est un mini spoil, mais on va aussi s'intéresser un peu à d'autres pays légèrement en Asie, des mafias d'autres pays en Asie plutôt. C'était pas très français ce que je voulais dire, mais bref. Et même si Kei Sakurai, on va dire, c'est un peu l'archétype du mec loyal prêt à tout pour ses amis, c'est un cliché qui est vu et revu dans, dans le fictionnel. Bah, ici, dans Golden Guy, je trouve que ça fonctionne très bien. Surtout quand on voit que son entourage est prêt à tout faire pour lui. Ce qui fait qu'on s'attache très vite à ses aventures. Ce sentiment d'attache, en plus, il est renforcé par le fait que dans Golden Guy, il y a des fortes possibilités qu'un perso meure. Ce qui renforce le côté haletant pardon, de cette traque pour ce trésor, où clairement personne ne semble être épargné face à la mort, quoi. Et comme je l'ai expliqué, il y a une guerre entre différentes familles pour récupérer un trésor de la dynastie des Tokugawa. Et ce qui est génial au fil de l'aventure, c'est que plus l'intrigue elle avance, plus on découvre que ce trésor a un lourd passé, et que justement ça pousse le héros à plonger dans son passé, surtout le passé de son mentor, pour avoir les clés nécessaires à la résolution de ce mystère. Et ce qui fait que ça tient constamment le lecteur en haleine. Et l'autre aussi point fort du manga, c'est le méchant. Je vais pas vous dire c'est qui pour pas trop spoiler, mais son identité elle est vite révélée très rapidement dès le tome 1. Et ce qui rend ce qui rend j'ai du mal. Ce qui rend cet antagoniste captivant, c'est qu'il cherche le pouvoir, mais qu'il est en aucun cas un bourrin. C'est-à-dire à chaque fois que on pense que le héros va le devancer ou que qu'il a perdu entre guillemets, on se rend compte qu'en fait il avait limite déjà 10 coups d'avance, et cela emmène à des nombreux retournements de situation qui donnent directement envie de lire le prochain tome. Et j'ai pas envie de vous spoiler comme je le disais, mais on va dire franchement la fin du tome 3 par exemple et l'enchaînement avec le tome 4, entre la fin et le début du tome 4, l'enchaînement il est incroyable. Déjà rien qu'en lisant le tome 1 et la fin du tome 1, vous allez directement vouloir avoir envie d'acheter le tome 2, j'en suis persuadé. Et justement pour rebondir sur ces cliffhangers de fin, je trouve que Watanabe il gère parfaitement le rythme de son manga. Je trouve que toutes les sous-intrigues qui ont toujours pour objectif de converger vers l'intrigue principale, et surtout, il parvient parfois à nous faire respirer avec des moments plus posés où on voit la bande du héros vivant des instants de camaraderie, on va dire, ou mettre en place des diverses stratégies. Et du coup, dans Golden Eye, on voit bien que l'objectif, c'est toujours de devancer son adversaire avec une bonne stratégie, tout en évitant de s'attirer les foudres de la pègre pour, euh, pour pas finir six pieds sous terre, comme on dit. Et le fait de bien gérer le rythme de son manga rend les tomes très fluides à lire. Et de plus, comme Watanabe il maîtrise parfaitement son récit, chaque fin de tome vraiment se termine sur un cliffhanger qui donne immédiatement envie de se procurer le tome suivant. Comme je le disais, si vous franchissez le pas et que vous lisez pardon, le tome 1, la fin du tome 1 va vous pousser à acheter le tome 2, et la fin du tome 2 va vous pousser à acheter le tome 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, à chaque fois, en fait, le rythme est fait en sorte pour qu'il y a des rebondissements, que le tome s'arrête, on a l'impression qu'on l'a même pas lu, que on veut direct se procurer le prochain pour avoir la suite de l'histoire, quoi. Pour faire une petite aparté au niveau des dessins, des chara design, personnellement, je trouve que c'est propre de ouf. Surtout les personnages, au niveau du chara design, ils ont du charisme, ils ont des vraies gueules, des vraies gueules, pardon, ce qui rend le tout très agréable à lire. Pour toutes ces raisons que j'ai évoquées, je vous conseille chaudement de lire Golden Guy, qui est actuellement édité chez Mangetsu. Pour le moment, il y a 10 tomes qui sont parus en France et 11 au Japon. Pour le moment, il est toujours en cours de parution au Pays du Soleil Levant. Donc à voir la suite. Mais franchement, je vous le conseille fortement. Là, il n'y a pas de date pour le tome 11 actuellement, mais comme je vous le disais, les 10 tomes sont actuellement disponibles, donc je vous le conseille vivement.
C'est donc la fin de cette rubrique. Sans perdre plus de temps, on passe maintenant à la dernière rubrique de cet épisode, à savoir le chapitre marquant de la semaine, à savoir le chapitre 919 de Kingdom. Alors, pour évoquer ce chapitre 819 de Kingdom, alors déjà j'en parlais dans un épisode précédent du podcast, mais je vois plus cette guerre comme un conflit idéologique que vraiment martial, et la fin du chapitre 818 ne fait que confirmer cela, vu que tout est parti à la rencontre de la princesse de Han. Et justement, dans ce chapitre 819, on a un focus sur cette conversation entre la princesse de Han et tout. Déjà, ce dernier il commence direct en disant que Qin va à coup sûr conquérir la capitale, et si ça ne se fait pas maintenant, dans quelques années, une armée de Qin va revenir pour faire capituler la capitale. Et justement, si To il a demandé cet entretien, c'est parce qu'il souhaite que cette dernière, la princesse, sauve le plus d'habitants possible de Han en permettant à l'armée de Qin de rentrer dans la capitale. Et clairement, enfin c'est ce que je pense, mais To il avait ce plan depuis le début de la guerre. Ce qui explique encore plus ce qu'il a fait à Nanyu. C'était vraiment une expérience ou entre guillemets un test pour voir si cela pouvait marcher dans la capitale de Han. Et clairement, je pense qu'il y a que la princesse de Han qui peut être réceptif à son discours, vu que c'est la disciple de Kanpichi. Et comme l'avait dit Shin, quand il avait répondu à la question de Kanpichi sur ce qu'est la nature de l'homme, euh, en final, ce dernier, il croit en la bonté de l'homme, ce que Shin l'avait entre guillemets remarqué entre guillemets. Il avait fait face à ses contradictions entre guillemets. Et je pense que la princesse, elle va croire en cette utopie et dans cette volonté de To de faire un état où il n'y a pas de différence entre un habitant de Han ou un habitant de Qin. Et en plus, j'ai trouvé ça très cool que la princesse, sa première réaction lorsqu'elle voit tout, c'est qu'elle évoque la mort de Kanpichi en lui giflant tout. Ça montre vraiment qu'elle avait un vrai attachement à son maître. Mais après, la question que je me pose, c'est est-ce que, même s'ils réussissent à convaincre la princesse, et si elle accepte... enfin, est-ce que déjà la princesse va vraiment accepter la requête de To? Parce que, entre guillemets, je pense qu'en faisant ça, elle passe pour une traître, entre guillemets, qui vend son pays. Et même si dans les meilleurs du monde, même si dans le meilleur des mondes, elle accepte la proposition de To, c'est pas sûr à 100% que ce plan réussisse, vu que c'est uniquement la princesse, donc elle devra encore convaincre le roi. Je crois le premier ministre ou le ministre de la... Je sais plus, mais un peu le bras droit comme le roi de Qin. Il était pas trop d'accord. Et aussi le premier général, je crois qu'il était aussi pas très d'accord pour que Anne capitule. Donc il faudrait convaincre ces trois personnes déjà. Et j'y crois pas. Donc à voir comment ça va se dérouler. Est-ce que To va vraiment réussir à faire en sorte qu'il y ait très peu, mais vraiment très peu de morts? J'y crois pas quand même. Même si j'aime beaucoup la tournure des événements, je pense, et même si je pense que le fait que cette guerre elle va être avant tout idéologique, je pense que quand même il y aura un conflit qui fera que quand même une bonne vingtaine de milliers de soldats vont périr, parce que ce serait trop beau que genre il y ait que entre guillemets limite 2000 soldats qui meurent. Donc ça j'y crois pas trop. Donc à voir ce qui va se passer. Mais clairement j'aime beaucoup la tournure des événements. Je trouve que avec cet arc, on aborde la guerre sur un aspect différent comparé aux autres arcs. Et ce changement, ça fait du bien parce que vraiment, avec cet arc, on essaye de faire en sorte de montrer comment Qin, quand ils vont conquérir les différents états, comment ils vont faire en sorte pour que les habitants des autres états, on va dire, comment dire ça, mais soient en accord avec eux et qu'il n'y ait pas de, je sais pas, au bout de 2 mois, une révolution ou un coup d'état, tu vois, et que en sorte qu'il y ait une vraie harmonie entre les différents peuples, qu'ils aient l'impression de vivre dans un même pays. Et je trouve qu'avec cet arc-là, on aborde vraiment ce sujet-là, en fait. Donc, très, 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 très impatient de voir la suite.
Du coup, c'est la fin de ce 8e épisode. J'espère que ce dernier vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit en commentaire sur YouTube ou en laissant un avis sur Spotify et Apple Podcast. Comme d'hab, on se dit dans 2 semaines. Non, vraiment 2 semaines. Là, cette fois-ci, je vais essayer de suivre le rythme. Ouais, parce que là, ça fait entre l'épisode 7 et l'épisode 8, je crois qu'il y a presque un mois qui s'est passé. Voilà, on va essayer d'être sur la ligne des 2 semaines. Donc du coup, moi, je vous dis à dans 2 semaines. Sur ce, peace.